alliés pénètrent de toutes parts. Mais c'est déjà l'après-guerre, pour ceux qui, à San Francisco, préparent la naissance de l'ONU, et pour ces peuples coloniaux qui disent leur volonté d'indépendance. Au Laos et en Algérie, faire à tabasse. Mais qui les entend? En France, le grand problème est bien celui du retour des prisonniers. Pour commenter les actualités françaises et américaines, où il est question, dans les deux, de nombreux prisonniers, de leur retour, de leur capture, nous sommes avec Jean Védrine. Pourquoi Jean Védrine? Eh bien parce que, à propos des prisonniers, je relisais un premier livre de François Mitterrand, qui date de 1945, « Les prisonniers de guerre devant la politique », livre que peu de gens connaissent, je crois. Et je ne dirais pas à chaque page, mais plus souvent qu'à son tour, je retrouve le nom de Jean Védrine. Jean Védrine à Vichy, Jean Védrine après Vichy, qui s'occupe toujours des prisonniers d'une façon ou d'une autre. Comment expliquez-vous cette continuité? C'est assez simple parce que ce qu'il y a de commun pour tous ceux qui étaient dans le coup, c'était la captivité. Et quand on parle de Vichy, n'est-ce pas, il y a toute une question d'idéologie ou de choix politique, mais ce n'est pas du tout ça qui est en cause. Ce qui est en cause, c'est que Vichy avait en charge les intérêts d'un certain nombre de catégories de la nation, et en particulier les prisonniers. C'est comme ça que nous nous sommes retrouvés donc là. Mais d'un autre côté, la continuité a existé, puisque plusieurs des personnes qui avaient eu des responsabilités pendant la guerre, et à Vichy et ailleurs, donc, ont continué à en avoir par la suite, tout simplement parce que cette diversité existait déjà. Il ne faut pas imaginer qu'il y avait donc des gens qui avaient fait tel ou tel choix politique, et uniquement ces gens-là, il y avait des gens aussi variés que des gens de droite, il y avait toute une équipe d'anarcho-syndicalistes, il y avait des gens de gauche, autres gens de gauche, des militants chrétiens, il y avait un peu de tout. Et ces gens-là se sont retrouvés d'abord dans la résistance et ensuite à la libération, toujours unis, et ils ont même réussi cet exploit, je pourrais dire, de demeurer unis depuis, car il y a 50 ans que cette unité demeure, avec l'apport d'autres éléments également qui n'y étaient pas, mais qui ont rejoint. Eh bien, on va essayer, Jean Védrine, de rendre plus clair ce problème du rôle d'un certain nombre de responsables pendant la guerre et après la guerre, au cours de ces actualités. Et on va d'abord voir une séquence précisément sur les prisonniers et leur retour au printemps 45. La tombe s'est ouverte. Les barrières closes depuis 5 ans se sont abattues. Jusqu'au cœur de l'Allemagne, chaque jour amène la libération d'un stalag où végétaient obscurément dans la tristesse et l'espoir des milliers d'hommes de toutes nations. Ceux qui songeaient hier dans ces villes de bois usées par leur malheur, voici aujourd'hui sur les routes. Ils sont pressés, ils n'en pouvaient plus d'attendre. Chez nous, il y a 3 millions de familles qui ne vivent plus. Les 3 millions de familles des 3 millions de prisonniers. On sait maintenant qu'ils reviendront tous, et que pour tous, comme pour ceux qui arrivent, il y aura cette heure inoubliable de la vie qui recommence. La vie avec ce qu'elle a de plus banal et de plus pathétique, un visage et un cœur. Cinq ans nous avons attendu. Et nous nous demandons si nous sommes prêts pour le retour de ces hommes qui gardent à leurs pieds la fatigue de 5 ans d'immobilité. À leur visage,
le secret de 5 ans de silence. Cet homme, vous le connaissez. Depuis 5 ans, il n'a pas de nom. C'est le prisonnier, mon prisonnier, votre prisonnier. Il avait retrouvé l'air libre, il retrouve son pays. Homme de son pays, sommes-nous prêts à le regarder en face? Avons-nous assez pensé à lui? Avons-nous gardé sa place dans son métier, sa place dans la vie? Sommes-nous restés fidèles à son attente? L'égoïsme n'a-t-il pas eu raison des droits inaliénables de l'absence? Et pour ce retour, tout ce qui devait être préparé, a-t-il été préparé? Cet homme revient du pays de la mort. Le champ qu'il a laissé, il faut qu'un homme l'ait cultivé pour le lui rendre. Ou bien, ce revenant n'avait droit qu'à toute la misère du monde, ou bien, il comprendra que jamais ne l'a abandonné l'amitié de son peuple. Celui qui revient, sommes-nous prêts à l'accueillir? Jean Védrine, à l'écoute de cette séquence sur le tour des prisonniers, j'ai l'impression de réentendre, j'allais dire, une tonalité pétainiste. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne dirais pas pétainiste, car ça ne correspond pas, à mon avis, à la réalité, mais c'est la mentalité de l'époque qui est reproduite, n'est-ce pas? Et je suis frappé moi-même, quand je l'observe, n'est-ce pas, de constater qu'on était habitué à ce style, y compris la grandiloquence, et y compris d'ailleurs le choix des sujets, le choix des images. Par exemple, on en parlera peut-être tout à l'heure, plusieurs de ces images ne s'appliquent qu'aux prisonniers de guerre, alors qu'il y a d'autres catégories dont on ne parlait jamais à l'époque, comme les déportés, et les SCO également, mais surtout comme les déportés. Les routiers disputent la classique course Paris-Roubaix. À Saint-Just-en-Chaussée, 5 coureurs se sont échappés. Pas pour longtemps, car ils seront rejoints quelques kilomètres plus loin par le gros du peloton. Cette année encore, de nombreux coureurs belges participent à l'épreuve, ce qui lui donne un caractère international. À Amiens, le peloton est toujours compact, mais il faudra attendre la côte de Doullens pour assister à l'échappée définitive. Bio prend résolument la tête, il terminera d'ailleurs 3e après avoir mené presque toute la course. Après les pavés du Nord, 8 coureurs entrent ensemble au vélodrome de Roubaix, où Paul Maille, plus rapide, souffle la victoire à Lucien Tesser. Les autostrades, orgueil du Reich, ne servaient plus qu'à accélérer sa défaite. Francfort sur le Main brûle. Francfort où l'Allemagne nous imposa en 1871 le traité de la défaite. Le destin a tourné. L'Allemagne a perdu la Seconde Guerre. Aujourd'hui, elle perd la Troisième et s'abîme dans le désastre. Les vainqueurs nettoient les rues, franchissent les barricades abandonnées par leurs défenseurs. Les dernières affiches nazies appellent dans le désert. Ces Allemands ne les entendront plus. Les prisonniers français ont retrouvé la liberté. Et le premier spectacle qu'ils contemplent est bien fait pour la leur faire goûter. Les civils, grands et petits, semblent plus curieux qu'inquiets. Dans les villes conquises, la vie s'organise sous le contrôle des autorités alliées. Ici, un fonctionnaire allemand annonce la dissolution du parti nazi, une dissolution qu'il faudra surveiller de très près. Et voici comment le peuple allemand, si fier de sa discipline, se conduit quand ses maîtres ont tourné les talons. On pille proprement un bureau de tabac.
Et puis un train qui devait emporter des vivres et du matériel vers le centre de l'Allemagne et qui n'est pas parti à l'heure. Qui aurait cru que les Allemands, après avoir pillé le monde, en arriveraient un jour à se piller eux-mêmes? Encore un bel exemple d'ordre et de discipline. Mais cette fois, les troupes américaines interviennent. Et les pillards de tout âge et de tout sexe en sont pour leurs frais. Il ne suffit pas d'être vaincu, il faut encore se tenir tranquille. Après avoir achevé le nettoyage de la rive gauche du Rhin, l'armée française, emmenée par le général Delabre de Tassigny, a franchi le fleuve en force pour la première fois depuis 150 ans. C'est le 31 mars à l'aube que s'effectue le premier passage. D'autres suivent aussitôt. Opération audacieuse, exécutée avec des moyens de fortune dans de petits canots à moteur sans blindage, presque des barques de promenade. Opération où la surprise a joué presque partout comme un élément de succès. Un des exploits les plus étonnants d'une armée plus riche de courage que de matériel. À peine les premières troupes ont pris pied sur la rive allemande que les renforts arrivent. Sur de petits barques ou sur des éléments de pont flottants, les premiers matériels traversent à son tour. Karlsruhe tombe 4 jours plus tard. En dépit d'une vive résistance, les soldats français enlèvent leur première grande ville allemande. Une sévère préparation d'artillerie a fait son œuvre. Karlsruhe est réduite à l'état de ville du Reich. Et ces soldats qui entrent en vainqueurs, ce sont aujourd'hui des soldats français. Fidèles au rendez-vous, ils ont rejoint les troupes alliées de l'autre côté du Rhin. Il n'y a plus de Rhin entre l'ennemi et nous. Et les prisonniers s'accumulent. Ils vont venir se déverser dans ce réservoir immense où chaque jour tombent 40 000 hommes désarmés. La Wehrmacht s'effrite. À mesure que se vident les stalags, se rassemblent au bord des routes de grands troupeaux verts, où se retrouvent des régiments entiers et des enfants à peine déguisés en soldats. Le tabac est plus cher, c'est vrai, mais nous en aurons davantage et nos cigarettes seront meilleures. Il fallait un peu de tabac américain pour préparer les cigarettes de goût français. Et pour la première fois depuis 1940, un chargement vient d'arriver des États-Unis. La régie a réalisé un tour de force. En 10 jours, ce premier envoi était transporté par des péniches aux entrepôts et de là par camions anglais aux manufactures où les machines vont rattraper le temps perdu. Cette mitrailleuse crache à chaque minute 1350 cigarettes, à peu près ce qu'un Français a le droit de fumer en un an. Cependant que l'empacteuse débite dans le même temps 90 paquets de gauloises. Enfin, les mois ont retrouvé leur roi des cadres. Le général de Gaulle est venu apporter à Nice le salut et les encouragements de la nation. Nice, qui a excité tant de convoitises. Nice qu'on prend pour une ville de plaisir, mais qui est aussi la 5e ville de France, acclame à son tour le chef du gouvernement. Ah,
parce qu'ils étaient naïfs, en même temps qu'insolents, ceux qui avaient prétendu qu'on pourrait arracher Nice à la France. Loin de la grande bataille, subsistent encore en France des fronts oubliés, mais qui s'agitent et où les Français luttent et souffrent encore. À Dunkerque, 15 000 Allemands se défendent derrière les inondations qu'ils ont tendues sur 15 000 hectares. Dunkerque, la filleule de Paris. Dunkerque, ville héroïque, 21 fois assiégée au cours de son histoire, incendiée 18 fois. Dunkerque reste un point noir sur la carte de France. Le front atlantique s'est réveillé à son tour. L'attaque contre la poche de Royan est commencée. Les avions alliés ont lâché leurs bombes et l'armée française s'ébranle. Royan et la pointe de Grave vont être nettoyés. Bordeaux sera libre. Pendant des mois, les forces françaises de l'Ouest ont poursuivi une lutte ingrate. Aujourd'hui, sous les ordres du général de l'Armina, et côte à côte avec les vétérans des batailles de France et d'Afrique, elles arrachent à l'ennemi une des dernières villes occupées. L'armée nationale est entrée en action. La victoire définitive ne sera acquise que lorsque le dernier Allemand aura lâché le dernier coin de terre française. Chaque jour, les débris de la Wehrmacht viennent se rendre aux troupes alliées en brandissant des drapeaux blancs improvisés. Les chemins de la victoire sont encombrés d'une foule de vaincus qu'il faut prendre en charge. Autant de bouches inutiles assurément, mais qui du moins ne seront plus nuisibles. Première précaution indispensable. Les Allemands ont inventé pour leurs prisonniers les chambres à gaz. Leurs vainqueurs, eux, n'y font passer que les poux. En même temps que l'Allemagne se vide de ses combattants, on commence à lui arracher aussi les millions de malheureux qu'elle a si longtemps tenus dans ses prisons. C'est la ruée vers les portes. Sur les routes comme un bétail, ils reviennent par le ciel comme des oiseaux. Les voici au Bourget. Le long cauchemar s'est achevé pour eux avec toute la rapidité d'un rêve. La gare de l'Est les accueille, elle aussi. Cette gare qui fut pourtant de soldats celle du départ est aujourd'hui celle du retour. Cet homme, vous vous en souvenez, chaque année, le 20 avril, il fêtait son anniversaire. Et d'ici, on entendait l'écho des acclamations. Car la fête de Hitler était devenue la fête du peuple allemand. La Noël de ses 80 millions d'êtres qui trouvaient en lui leur prophète et leur messie, leur révélation et leur accomplissement. Les années passent. Hitler a aujourd'hui 56 ans. Et c'est devant une carte qui se réduit d'heure en heure que le funèbre halluciné vit cette fête nationale qu'il n'ose plus célébrer, dans son Allemagne où le bruit des fanfares a disparu depuis longtemps sous le bruit des canons. La fête de l'Allemagne, c'est à l'Est l'offensive depuis 2 ans ininterrompue, par laquelle les Russes vengent leur pays martyrisé et leurs 15 millions de morts. La fête de l'Allemagne, c'est à l'Ouest la frontière dépassée. C'est Francfort, la revanche de Sedan. C'est Cassel, la revanche de Dunkerque. C'est Nuremberg, la revanche de Saint-Dié en flammes et d'Oradour assassiné. La fête de l'Allemagne, c'est dans le ciel le bruit des bombardiers, persistant et terrible comme le remords.
dans sa retraite, Hitler évoque-t-il la journée de fête de ce peuple qui s'est gavé de ses désirs, saoulé de sa fièvre, hanté de son délire et qui en crève aujourd'hui dans son décor de ville morte? Allemands, vous connaissez l'exode parce que vous avez jeté sur les routes des populations misérables. Il y a une justice. Allemands, vous connaissez la débâcle et la défaite parce que vous avez voulu la guerre et imposer la force. Il y a une justice. Allemands, vous connaissez la honte du drapeau blanc parce que vous avez voulu réduire des peuples en esclavage. Il y a une justice. Jean Védrine, à la Libération, vous-même et François Mitterrand avez été les chantres, si j'ose dire, des prisonniers qui, à cette date, sont mis en cause par un certain nombre de personnalités politiques ou autres. Et dans cette brochure de Mitterrand que j'évoquais, de 1945, Les prisonniers de guerre devant la politique, il a une phrase tout à fait étonnante et qui m'a frappé. Il écrit « Ravarouska devrait être considéré comme une victoire, également comme Bir Hakeim ». Or, Ravarouska, c'est le camp où les Allemands enfermaient tous ces prisonniers qui avaient voulu s'évader. Qu'est-ce que vous pensez de ce jugement, Jean Védrine? Eh bien, c'est toujours difficile d'expliquer ce que quelqu'un a voulu dire, quelqu'un d'autre, mais je partage tout à fait l'opinion de François Mitterrand sur ce point, car on a ignoré effectivement toute une partie de ce qu'a représenté l'expérience des prisonniers, car pour nous, la captivité, c'était la continuation du combat. C'est très clair pour nous, n'est-ce pas, sous des formes tout à fait variées. Pour certains, n'est-ce pas, c'était donc simplement la survie, la lutte pour la survie, par des moyens divers dont certains n'étaient pas très bons d'ailleurs. Pour d'autres, c'était la lutte très vigoureuse et ouverte. Pour d'autres, la ruse et l'opposition. On a parlé par exemple de collabos donc en captivité comme en France, mais c'était dérisoire, c'était un nombre absolument minable, très très faible. Par contre, ce qui est très important et dont on a très peu parlé, c'est en effet ce que Mitterrand a souligné ici, c'est-à-dire les évasions. Alors, le nombre des évasions, on en discute aujourd'hui parce qu'on ne sait pas très bien s'il s'agit des évasions d'Allemagne, des évasions de France pour aller au combat, ou bien dans d'autres circonstances, n'est-ce pas? Mais de toute façon, il y a eu des milliers d'évasions. Or, chaque évasion, il faut bien le comprendre, nécessite de la part des gens, n'est-ce pas, qui les ont pratiquées, d'une part, une conscience d'une nécessité, n'est-ce pas, une clairvoyance très précise, une étude des moyens et une volonté très forte. Et chacune de ces évasions est un acte de combat. Et alors, au fond, cette phrase signifie qu'on ne pouvait pas penser, comme De Gaulle l'a exprimé plus ou moins, au fond que les camps de prisonniers, c'était des petits Vichy. Oui, le terme de Vichy, justement, je ne sais pas si on l'a prêté à De Gaulle, je ne sais pas si c'est lui qui l'a employé, mais en réalité, c'était autre chose. C'est que les prisonniers, dans leur ensemble, dépendaient, bien entendu, de l'administration française, qui leur envoyait des colis, qui s'occupait de toutes sortes de relations juridiques et administratives entre les familles et les prisonniers et tout et tout. Et c'était Vichy, bien entendu, de fait, n'est-ce pas, puisque Vichy avait en charge toutes ces questions. Mais par contre, ce qu'il y a de clair, c'est que dans l'ensemble des camps, il y avait à l'origine 1 800 000 soldats français capturés. 225 000 à peu près ont échappé donc à l'enregistrement et à l'immatriculation, soit par l'évasion, soit par la libération. Et ensuite, il en est resté 900 000 qui sont restés en Allemagne pendant 60 mois. Et 600 000 qui sont rentrés entre-temps, dont je suis d'ailleurs, puisque je suis l'un de ceux qui sont rentrés comme malades. Donc, les 900 000 qui sont restés ont passé 60 mois. Et pour nous, ça correspond tout à fait à la réflexion qu'a faite Himmler un jour à l'un des chefs nazis, je crois bien que c'est à Speer, autant qu'il me souvienne, qui parlait du rôle des ouvriers français en Allemagne. Et Himmler lui a dit, les ouvriers, les Français qui sont prisonniers en Allemagne, c'est une 5e colonne chez nous. Mais à propos de
de prisonniers français en Allemagne, on a fait aussi une observation que j'aimerais que vous commentiez, à savoir que les prisonniers français en Allemagne ont eu affaire à des Allemands, certes, mais j'allais dire, ce n'étaient pas les mêmes Allemands que ceux que les Français connaissaient ici, quand on connaissait ce qu'ils faisaient, les arrestations, les tortures, etc. Et on a même pu dire que, d'une certaine façon, après coup, les prisonniers ont mieux compris ce qu'était le peuple allemand, au fond, que les Français occupaient. Est-ce que c'est un jugement excessif? Non, il faut le nuancer, n'est-ce pas, comme toujours, mais ce n'est pas faux. C'est-à-dire que les prisonniers ont souffert énormément, bien entendu, d'une captivité aussi longue et très dure, car ils ont vécu, pour certains, dans des conditions affreuses. Ils ont eu affaire à des Allemands, n'est-ce pas, qui étaient des salopards, comme il en existe dans tous les pays, bien entendu, qui sont conduits comme des brutes, et en particulier des nazis, n'est-ce pas, dont tous les amis qui ont été dans ces situations l'ont rapporté en toutes circonstances. Mais ils ont rencontré également des gens qui étaient des gens comme chez nous et qui subissaient la guerre comme on la subissait chez nous. Ce qui fait qu'après la guerre, les prisonniers français ont été, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, parmi les Français qui ont compris le mieux et le plus vite possible la nécessité d'une entente, n'est-ce pas, qui a été préconisée d'ailleurs par la plupart des responsables politiques français. Et c'est ainsi d'ailleurs que plusieurs d'entre nous, n'est-ce pas, ont rétabli des contacts avec les Allemands, y compris même dans certains cas avec non pas leurs gardiens, mais les propriétaires des fermes ou bien les gens avec lesquels ils avaient plus ou moins vécu. Or, il ne faut pas confondre avec un certain nombre de relations personnelles qui sont établies sur place, n'est-ce pas, comme dans tous les cas du même genre, mais il y a surtout donc une meilleure compréhension donc des habitudes et des traditions des deux pays. Écoutez, je crois que ce dernier point a été évoqué par plusieurs films en France, mais ça correspond effectivement à une sensibilité particulière d'un certain nombre de Français qui ont mieux connu l'Allemagne, au fond, ou plutôt qui ont connu une autre Allemagne que celle qu'ici nous avions en face de nous. Eh bien, si vous voulez, on va voir maintenant les actualités américaines qui évoquent également le cas de prisonniers, mais de prisonniers allemands cette fois, et on aura peut-être quelques commentaires à faire là-dessus. New victory on Japan's doorstep. The combined British and U.S. fleets smashing at Japan's home islands in 9 days of continuous bombardment. 325 miles from Japan lies the inner fortress island of Okinawa. And Yank doughboys and Marines like these, 100,000 men and 1,400 ships, met almost no resistance on the beaches. Back of this gigantic operation, new victories by Vice Admiral Mitscher's famous Task Force 58, roaming to strike at will in the seas around Japan, come rough weather or the enemy, ready for action. Millions of tons of naval striking power, greatest array of floating might in history. Now on its scores of flat-topped at first order, pilots, man your planes, and dauntless dive bombers strike out for the enemy. Priority number 1, Jap shipping. One weak score, 47 Jap ships damaged or sunk. Priority number 2, airfields. This is one of 5 airstrips on Okinawa itself, 2 of them captured in the first few hours of invasion. Navy films document the victory. Back at sea, Task Force 58's guns open on the Japs, who attempt a suicidal attack. And one by one, they pay the penalty. A twin-engine Jap Betty meets a spectacular finish.
Then another. Flaming end to Nippon's hopes of Pacific conquest, even as our guns in Okinawa signal the coming invasion of Japan. Important changes at the White House. Jonathan Daniels becomes the president's new press secretary, succeeding Stephen T. Early. Mr. Daniels, like Early, a former newspaperman, is the son of Josephus Daniels, and one of his first official announcements becomes headline news. War mobilizer Burns resigns after recommending civilian restrictions be relaxed following VE Day. Replacing him, Fred M. Vinson, former federal loan administrator. Also in the White House spotlight, Steve Early, leaving his post after 12 years. Now 56, the former press secretary will return to private industry. Wherever the president traveled, genial Steve Early was there. As the veteran leaves his desk, the nation says, well done. The ancient Rhine, symbol of fatherland for all Germans, and the last great natural barrier of the Inner Reich, now crossed by 9 Allied armies, crossed in boats brought overland from Antwerp, crossed by every amphibious trick in the book, an inland waterway conquered with experience gained in the faraway Pacific. Some of the crossings tough and costly, others going over without a single casualty. Rivers of Allied soldiers across the River Rhine in the greatest effort since D-Day. Now the swift capture of Koblenz, key to the crossings of the Rhine, and capture of 2,000 Nazis outside the city. Part of a rich harvest of prisoners all along the front. 300,000 in 2 weeks. And then men of Patton's slashing Third Army seized the city in the amazing time of 5 hours. To cross the Rhine, this was necessary first. The smashing of Koblenz. Bullets, guns, and overwhelming violence. But words of bullets, too. And an American sergeant broadcasts through a strange microphone an order to surrender. Achtung, Achtung! Kommt sofort heraus, euer Stand ist hoffnungslos. Achtung! Kommt sofort heraus. And the remaining Koblenz Nazis do surrender, some showing a safe conduct pass dropped by our planes. Their dreams of German world rule is dead. And dead, too, is a GI, his hand still holding grenade and trigger. His living comrades press on to end quickly the fearful struggle that means the death of whole cities, too. Taking beyond the Rhine into the heart of Germany, the battle for unconditional surrender. Now crossing the Rhine by air. Somewhere in England, preparations for the greatest airborne operation in military history. 1,500 planes and gliders are loaded with equipment as days of tense waiting come to a dramatic climax. Not since D-Day has a single phase of the war required such careful planning. Gliders take off. The huge airborne army is on its way. Americans, British, and Canadians making new history from the skies. Gliders, cargo, commandos, anti-aircraft gunners, engineers, volunteer naval and military forces. Men subjected to the toughest training known to military science. Now over the white cliffs of Dover, headed for the east side of the Rhine. The gliders are cut loose as one of the most successful airborne missions of the war moves ahead. Paratroopers are ready. Each man's minimum equipment is enough to weigh him down almost completely.
With full equipment, including parachute and auxiliary chute, he carries over 100 pounds. With new flag insignia, they climb aboard. And from the observation tower comes the signal for takeoff. It's cold, you're heavy as lead. And now you jump from a new type transport, from both sides of the C-46. And in 8 hours, you and your comrades will seize all your objectives and capture 4,000 prisoners behind enemy lines and streak ahead miles beyond the Rhine. Elsewhere, liberators with supplies take off. Planes loaded with some 600 tons of provisions, military equipment, and medical supplies. Dots of white show where the parachutists landed, and the supplies are on their way to our fighting men. The pattern of war from the air is complete as we drive deep into Germany. Another Rhine crossing, Prime Minister Winston Churchill pays a visit to enemy territory, where he confers with General Eisenhower. Then, somewhere in Europe, Eisenhower pays a tribute to the men of the 101st Airborne Division, the heroic defenders of Bastogne. Eisenhower's visit was swiftly followed by his announcement that Germany as a military force is whipped, though he stated there may never be a clear-cut surrender. As Eisenhower pays his highest tribute to the men of Bastogne, the world awaits the hour of his greatest triumph. Rockets, until recently one of the war's most carefully guarded secrets. But now, with the enemy feeling their full weight, the Signal Corps releases these new action pictures. On the Western Front, giant rockets are loaded into stationary launching tubes 8 at a time. The equivalent of heavy artillery, rocket launchers are far lighter and less costly. Now, portable electric firing controls are made ready. The generator is cranked, and by remote control, the rocket battery is unleashed. Mobility and terrific firepower make the rocket the great new projectile of this war, and its deadly possibilities point to the total horror of a future war. From an ordinary Jeep, a 4.5-inch rocket can be fired a distance of 1 mile. Launched from planes, tanks, or ships, the rocket is blasting a path to swifter victory. Washington, final preparations for the World Security Conference as representatives of the sponsoring nations meet. Ambassador Halifax, Secretary Stettinius, Soviet Ambassador Gromyko, and China's Wei Tao-ming. Behind the scenes, messages from delegates all over the world pour in and are decoded and classified in the State Department's famed cable room. Keynoting the purpose of the historic conference to begin on April 25th in San Francisco is Assistant Secretary of State Archibald MacLeish. If the people of this country will inform themselves about the Dumbarton Oaks proposals and will make up their own minds, the chance for peace in our time will be enormously advanced. If there is another war, if there is a new aggressor, the United States will be the first target of that aggressor's action. We need peace to continue to be ourselves. We need peace to create the world we Americans have always dreamed of creating.
The beginning of the end in Europe as the Allies' great victory blitz moves into its final phase. In the 10 months since D-Day, we have smashed over 750 miles across Europe. Every natural barrier has been broken. Signal Corps cameras show Nazi prisoners of war evacuated under fire to rear areas. General Patton greets correspondents at the front as the amazing drive of his spectacular Third Army thrills all America. More prisoners swept up in the Allied smash that is cutting the Reich in two. In 15 days, we captured more than 300,000 of the enemy. Day by day, the once powerful Wehrmacht is learning the bitter lesson of the mightiest offensive in military history. Jean Védrine, on voit ici des Américains qui font des Allemands prisonniers. Et on sait que les prisonniers français ont été un peu choqués de voir que les Américains traitaient les Allemands comme les Français, même ration, même gentillesse, etc., bien que ce fussent des ennemis. Est-ce que les Allemands traitaient tous les prisonniers de la même façon, à votre connaissance? Pendant la captivité, n'est-ce pas, c'était évidemment différent. Mais c'est vrai qu'effectivement, donc, les règles générales étaient les mêmes, mais l'application était différente. Par exemple, ils avaient isolé pendant un temps les soldats qui étaient originaires des territoires aujourd'hui indépendants, c'est-à-dire des coloniaux, et ils leur avaient appliqué un régime particulier, mais ils ne les avaient pas traités en général plus mal, n'est-ce pas, que les autres, sauf que ils avaient donc une nourriture un peu différente, des choses de cet ordre. Je précise d'ailleurs que les soldats en question, les combattants de l'armée française qui étaient originaires de ces territoires, avaient en général un comportement extrêmement sympathique à notre égard et vraiment très digne d'estime et de respect. C'est très important. Le problème des Juifs est plus délicat parce que, théoriquement, il fallait inscrire le fait d'être juif sur la carte d'identité ou les papiers qu'on nous faisait remplir. Certains de nos camarades juifs le faisaient ou ne le faisaient pas, mais de notre côté, je n'ai pas le souvenir qu'on ait éliminé d'office, puisque pratiquement la plupart de ceux qui l'avaient fait étaient restés au milieu de nous. Par contre, j'ai un mauvais souvenir très pénible, mais je n'ai pas le temps de le rappeler en détail maintenant, où dans mon camp, un jour, j'ai été obligé d'intervenir comme homme de confiance auprès du colonel commandant le camp, parce qu'on avait séparé les gens dits juifs, dont certains disaient qu'ils n'étaient pas d'ailleurs, et dont d'autres qui l'étaient n'étaient pas dans ce groupe, et on les avait isolés dans un bloc à l'intérieur du camp, en les privant de relations avec les autres. Et ils ont été ensuite, un beau jour, ils ont disparu, le bloc était vide, et quand je suis rentré, j'ai essayé d'obtenir des renseignements sur leur sort, comme sur celui d'un certain nombre de camarades qui s'étaient évadés. Et je n'en ai pas eu d'abord, et finalement j'en ai eu ensuite après la guerre. Et j'ai appris que les 80% d'entre eux, 80 ou 85% d'entre eux étaient rentrés dans leur famille, mais que malheureusement, c'est encore pire, au moins la moitié d'entre eux n'avaient pas retrouvé leur famille ou pas toute leur famille. They, the only front lines on the highways of Germany, and we roll ahead. Every road leads to Berlin. As Germany faces annihilation, the enemy may retreat to the south for a final citadel of struggle. But the end is in sight. And in the Pacific, the end of the beginning, as Japan faced the greatest crisis of the war, a shrinking empire shattered by blow after blow. And while we hammered her islands, ships, and homeland, the Russians touched the fuse for one more explosion. And once again, Tokyo's warlords reshuffled their shaky officialdom. The beginning of the end in Burma, as victory climaxes the Allied drive in Mandalay. After nearly 3 years of Japanese occupation, the strategic Pagoda City is conquered. The British close in. Many Japs retreated, but these did not. Prisoners brought in for questioning as victory in Mandalay cuts the enemy's Burma lines in two.
Now the invasion of Kirama, prelude to the Okinawa landings. Navy and Coast Guard cameramen film Admiral Mitcher as we prepare for the most annihilating bombardment known to naval science. As landing craft go in, the greatest invasion armada ever to operate in the Pacific is ready for the cleanup in Japan's front yard. There was practically no opposition here. Civilians listed originally as full-fledged enemies proved friendly, docile, and helpful, a surprise to authorities. Now we soften up Okinawa for the main attack. Okinawa, the most important of the Ryukyus. And men who remember the hell of the landings on bloody Iwo Jima have their hearts in their mouths. Ernie Pyle, famed war correspondent, goes in with soldiers and Marines. Okinawa, 60 miles long, lies ahead with its important airfields. And as men of the new 10th Army hit the beaches, vast relief and smiles. Job opposition on the beach is almost non-existent, though tough fighting lies ahead. Tough fighting your war bonds can make easier. Today, as General MacArthur and Admiral Nimitz are named as commanders for the final big push in the Far East War, Japan is doomed. Doomed to be burned out on every front on which he fights. Doomed by the great striking power of our B-29s. Doomed by the American Navy. And doomed by our fighting men ready for the day when we land on Japan itself. Jean Védrine, vous étiez en charge d'une grande association de prisonniers. Vous vous occupiez également de leur retour. Et vous nous avez dit tout à l'heure, et les actualités témoignent de la justesse de votre remarque, qu'on parle beaucoup des prisonniers, mais et les déportés? La Fédération des prisonniers, qui s'est créée à l'époque, et je disais tout à l'heure, dans l'unité que j'ai précisée, n'est-ce pas, et qui se poursuit encore maintenant avec l'arrivée, malheureusement, de jeunes combattants d'Algérie, Tunisie, Maroc, cette fédération s'est donnée comme objectif numéro 1 l'accueil de l'ensemble des expatriés, car les prisonniers avaient cet avantage, justement, d'avoir des répondants un peu partout, dans tous les cantons, car il y avait des milliers d'organisations, de sections ou de centres d'entraide à travers la France. Donc, nous avons travaillé beaucoup avec le ministère des prisonniers, qui était dirigé par un des chefs historiques de la résistance, Henri Freinet, qui avait d'ailleurs refusé, si je puis dire, n'est-ce pas, la captivité, puisque lui avait pu, ce que d'autres n'ont pas pu faire, s'évader dans les 48 heures après avoir été prisonnier. Malheureusement, le ministère avait un boulot gigantesque à faire, n'est-ce pas, dont on a difficilement la mesure aujourd'hui, étant donné qu'il y avait donc l'ensemble des prisonniers, mais il y avait également l'ensemble des déportés et l'ensemble des SCO. Il fallait ramener tous ces gens en France, et les plans qui avaient été faits s'étalaient sur des mois, parce que ça avait été fait justement d'une façon logique. Mais la logique n'avait plus de valeur à l'époque. La passion, d'ailleurs une passion tout à fait justifiée, donc nous animait les uns et les autres, et finalement, donc le rapatriement s'est fait dans ces conditions. Et parmi les déportés, il y avait justement toute une partie de nos camarades à nous qui avaient été prisonniers d'abord, qui s'étaient évadés ou qui avaient été rapatriés et qui ensuite avaient repris le combat dans la résistance et qui avaient été déportés. Donc nous étions particulièrement sensibles à cette obligation générale pour l'ensemble des expatriés. Et d'ailleurs, eux-mêmes ont participé, ont été aidés également par des gens de leur propre catégorie, si je puis dire, de déportation, n'est-ce pas? Et les Juifs déportés? Alors les Juifs déportés, donc, faisaient partie des déportés.
Ils étaient reçus également donc à Paris, n'est-ce pas, dans les mêmes conditions. Mais la difficulté, c'est que, d'abord, la difficulté principale, c'était le nombre de disparus qui était affreux, mais qu'on apprenait au fur et à mesure. Ce qui fait que quand les actualités présentent ça en parlant des 3 millions de familles, ils parlent des familles en général. Mais nous ignorions tout, et nos propres amis qui sont allés dans les camps, donc dans ces conditions, et d'autres groupes également de résistance, ont fait des découvertes horribles au fur et à mesure qu'ils ont pénétré dans les camps. Et c'est donc pour ça que la réception ensuite dans les centres urbains et jusque dans les villages, qui ont été très souvent réalisés, je répète, par des prisonniers parce qu'ils étaient plus nombreux, et des familles de prisonniers parce qu'ils étaient plus nombreux, concernaient aussi bien les juifs que les déportés de la résistance ordinaire, si je puis dire, que les SCO, etc. Merci Jean Védrine pour ce témoignage unique. La semaine prochaine, à Histoire parallèle, nous verrons des actualités américaines et soviétiques.